Bonjour et bienvenue sur Psychologique Tranquille. Chers amis, à l'âge où l'on a déjà traversé bien des saisons de la vie, les relations nous enseignent souvent les leçons les plus profondes. Aujourd'hui, nous explorons ensemble, avec calme et bienveillance, un sujet qui touche tant de cœurs. Pourquoi une personne évitante revient-elle soudainement après des mois de silence absolu? Ce retour inattendu, au moment précis où vous pensiez enfin retrouver la paix, peut réveiller d'anciennes douleurs. Pourtant, comprendre les mécanismes réels derrière ce comportement n'est pas une condamnation, mais une porte vers une plus grande sérénité. Dans cette réflexion, nous plongerons avec douceur dans la théorie de l'attachement et le fonctionnement du système nerveux. Nous verrons comment le cerveau d'une personne évitante réagit, non par manque d'amour, mais par un mécanisme de protection profondément ancré. Vous découvrirez que ce retour n'a rien à voir avec votre valeur, mais tout à voir avec leurs propres besoins de régulation émotionnelle. Ici, point de drame inutile. Seulement des éclairages clairs, respectueux et apaisants pour vous aider à choisir la paix plutôt que le cycle. Si vous êtes en chemin de guérison, cette vidéo vous accompagnera comme un guide discret et bienveillant. Abonnez-vous dès maintenant à Psychologique Tranquille et activez la cloche pour recevoir chaque semaine des réflexions qui nourrissent l'âme et apaisent l'esprit. Votre présence ici fait déjà une différence. Merci du fond du cœur. Lorsqu'une personne évitante revient après des mois de silence complet, voici les seules véritables raisons. Cela se produit toujours au moment où l'on s'y attend le moins. Lorsque l'on pensait enfin guérir. Lorsque l'on a cessé de vérifier son téléphone dans l'espoir qu'un fantôme parle, un écran s'allume soudain. Le prénom que l'on a passé des mois à effacer de son système nerveux réapparaît. « Bonjour, comment vas-tu » Ou peut-être un mème envoyé comme si la fin brutale de la relation n'avait jamais existé. Instantanément, le cœur se serre. On fixe l'écran, paralysé par une vague violente d'adrénaline. En un seul instant, des mois de thérapie, des mois de reconstruction de l'estime de soi semblent s'évaporer. C'est le système nerveux autonome qui passe en surmultiplié. Après des mois de sevrage biologique du cocktail de dopamine et de cortisol qu'ils apportaient, une seule notification réactive l'addiction. La partie blessée de soi murmure alors un mensonge dangereux et enivrant. Ils se sont souvenus de moi. Ils ont enfin compris ce qu'ils ont perdu. Ils ont changé. Écoutez-moi. En tant que personne empathique, vous projetez votre propre bonté sur eux. Vous pensez que vous ne reprendriez contact après un tel silence que si vous étiez vraiment prêt à vous engager. Mais vous n'êtes pas eux et ils ne sont pas vous. Bienvenue dans le miroir de la guérison. Aujourd'hui, nous examinons ensemble le retour soudain d'un partenaire évitant après des mois de silence douloureux. Pourquoi reviennent-ils? Que se passe-t-il réellement dans leur cerveau? Prenez une profonde inspiration. La vérité peut faire mal, mais elle vous libérera enfin. Leur retour n'a absolument rien à voir avec votre valeur. Ce n'est pas une révélation d'amour véritable et durable. C'est fondamentalement un dysfonctionnement biologique et psychologique de leur système nerveux traumatisé. Ils ne reviennent pas vers vous. Ils reviennent vers une idée lointaine et sûre de vous, complètement déconnectés de la douleur dévastatrice qu'ils ont causée. En profondeur, il fuit un prédateur invisible. Pendant longtemps, ce prédateur était l'intimité. Ce prédateur, c'était vous. Mais maintenant, la distance a changé la donne. Dans cette exploration sereine, nous décortiquerons la neurobiologie et la théorie de l'attachement derrière ce message. Nous observerons le câblage précis du cerveau évitant. À la fin de ce moment partagé, vous verrez les fils qui animent la marionnette et vous apprendrez enfin à les couper. Pour comprendre pourquoi ils reviennent, il faut regarder à l'intérieur du cerveau humain, plus précisément l'amygdale, ce système d'alarme primitif qui dicte la réponse de lutte ou de fuite. Pour une personne empathique, l'intimité signale la sécurité. En situation de stress, le système nerveux recherche la connexion. Mais pour la personne évitante, le câblage est complètement inversé. À cause d'un conditionnement de l'enfance, la connexion est perçue comme dangereuse. L'intimité égale l'engloutissement. Elle égale le piège. Repensez à la période juste avant la rupture. Vous demandiez une présence émotionnelle simple, mais pour leur amygdale, vos demandes étaient perçues comme un prédateur menaçant la vie.
Chaque fois que vous vouliez approfondir le lien, leur cerveau était inondé de cortisol. Alors ils ont fui. Ils vous ont repoussé avec une froideur déchirante. Ils ont quitté un bâtiment en flammes et vous étiez ce bâtiment. Maintenant, des mois passent en silence complet. Vous retirez la pression. En vous retirant, vous retirez entièrement la menace. Sans vous pour déclencher leur peur, leur système nerveux s'apaise. Le cortisol diminue. Leur amygdale cesse enfin de crier. Et c'est là que se produit le dysfonctionnement psychologique. Lorsque leur système nerveux se régule, leur cerveau leur joue un tour cruel. Dans le silence de votre absence, ils interprètent mal leur propre calme. Ils confondent un système nerveux régulé avec de l'amour. Se sentant en sécurité parce que vous êtes loin, ils pensent « Je me sens paisible. Je dois vraiment leur manquer. » Ils prennent le soulagement de la distance pour un désir authentique de proximité. C'est une illusion biologique. Ils ne regrettent pas la réalité d'une relation engagée, car un véritable engagement exige exactement la vulnérabilité qui a déclenché leur fuite. Ils vivent simplement une réinitialisation de leur niveau de dopamine. Suffisamment en sécurité pour sortir de leur bunker émotionnel, ils envoient ce message « Je pense à toi ». Ils se trompent eux-mêmes, en tendant la main depuis une zone de sécurité biologique, oubliant que dès l'instant où vous reviendrez, la même amygdale s'enflammera. Le bâtiment en flammes réapparaîtra. Le cycle recommencera violemment. Ils n'ont pas changé. Leur système nerveux s'était simplement endormi, et votre souvenir l'a réveillé. Il existe un paradoxe déchirant au cœur de l'esprit évitant. Un paradoxe qui laisse les partenaires empathiques et aimants complètement désemparés. C'est la vérité amère. Une personne évitante ne peut vous aimer parfaitement que lorsque vous n'êtes plus là. Dans le domaine de la théorie de l'attachement, ce phénomène porte un nom précis et profondément triste. Le syndrome de l'ex-fantôme. C'est exactement ce qui explique pourquoi votre téléphone s'est allumé après des mois de silence douloureux. Repensez aux derniers jours de votre relation, quand vous étiez juste devant eux, respirant, aimant, essayant activement de faire fonctionner les choses. Comment vous traitaient-ils? Ils ont probablement commencé à vous critiquer. Ils sont devenus hypercritiques. Ils se sont focalisés sur des défauts insignifiants. Votre rire était soudain trop fort. Votre besoin d'une simple réponse par message était qualifié de collant. Votre désir de moments de qualité était présenté comme étouffant. Ils utilisaient ces défauts exagérés comme un bouclier pour justifier leur froideur soudaine et leur retrait. Parce que lorsque vous étiez physiquement et émotionnellement présent, vous représentiez une demande réelle et terrifiante sur leur réserve émotionnelle profondément réprimée. Mais maintenant, des mois ont passé. Vous avez complètement disparu dans le silence. La menace physique de votre présence a été neutralisée. Et quelque chose d'incroyablement étrange se produit dans leur cerveau. Parce que vous êtes parti, vous devenez enfin sûr à aimer. Une personne hautement évitante a beaucoup de mal à aimer un être humain de chair et de sang. Les êtres de chair et de sang ont des besoins, des limites, des attentes. Ils vous regardent dans les yeux et demandent une réciprocité émotionnelle. Ils vous tiennent responsable. Mais un fantôme ne demande rien. Un fantôme n'envoie pas deux messages. Un fantôme ne pose pas la question « Où va cette relation ?» Un fantôme n'exige ni vulnérabilité, ni compromis, ni conversation émotionnelle profonde. Un fantôme existe simplement, en silence et en toute sécurité, dans les murs lourdement gardés de leur esprit. Une fois la poussière de la rupture retombée, leur cerveau réécrit agressivement l'histoire de votre relation. Le subconscient de la personne évitante utilise un puissant mécanisme de défense, l'idéalisation à distance. L'anxiété étouffante qu'ils ressentaient en votre présence s'évapore complètement. Et soudain, seuls les moments dorés restent dans leur mémoire. Ils se souviennent de la chaleur de votre peau, de la sensation de sécurité dans votre appartement, de la façon dont vous les regardiez quand tout allait bien. Ils prennent toutes vos belles qualités nourricières et suppriment tous vos besoins humains légitimes. Ils créent une version assainie, parfaitement contrôlée et fictionnelle de vous. L'ex-fantôme. Cet ex-fantôme sert un objectif très précis et profondément auto-sabotant pour la personne évitante. Il agit comme une barrière permanente contre toute future intimité réelle.
Lorsqu'ils essaient de fréquenter quelqu'un d'autre, cette nouvelle personne finira par vouloir de la proximité et déclencher leur anxiété. Que fait alors la personne évitante? Elle compare immédiatement cette nouvelle personne réelle à la version fantôme de vous. Personne ne me comprend comme mon ex, se disent-ils. Mon ex était celle qui m'a échappé. Mais il ne compare pas à la vraie vous. Il compare à un fantôme. C'est pourquoi, lorsqu'ils vous contactent soudain après des mois de silence, lorsqu'ils envoient ce message tardif disant « Je suis passé devant notre ancien endroit aujourd'hui et j'ai pensé à toi », vous devez comprendre ce qui se passe réellement. Ils ne tendent pas la main vers la réalité de qui vous êtes. Ils tendent la main vers le fantôme. Ils essaient d'interagir avec le fantôme dont ils sont tombés amoureux, car le fantôme est la seule version de vous que leur système nerveux traumatisé peut tolérer. Cela fait mal. Je sais que cela fait profondément mal de réaliser que la seule façon pour eux de chérir enfin votre valeur était de vous perdre complètement. De réaliser que votre absence est la seule chose qu'ils savent vraiment aimer. Parlons maintenant de ce qu'ils ont réellement fait pendant que vous souffriez de leur absence. Pendant que vous faisiez le travail douloureux et courageux de guérison, ils fuyaient. Non pas en courant physiquement, mais neurologiquement. Le cerveau évitant est un maître dans la suppression émotionnelle. Lorsqu'une personne empathique traverse une rupture, elle reste dans le feu. Vous avez pleuré, vous êtes allé en thérapie, vous avez écrit, vous avez ressenti chaque vague de chagrin. Mais la personne évitante construit une forteresse de distraction pour éviter de sentir la chaleur de ce feu. Pour comprendre leur retour soudain, il faut connaître le paysage neurochimique de leur cerveau pendant le silence. Entrons dans le rôle de la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense, de la nouveauté et de la distraction. Lorsqu'ils vous ont quitté, ils ont ressenti un immense soulagement. Pour leur système nerveux surchargé, ce soulagement était enivrant, une énorme dose de dopamine. Mais le soulagement est temporaire. Une fois cette vague passée, ils se retrouvent face à un vide calme et terrifiant, le même vide qu'ils fuient depuis toujours. Alors, ils doivent le combler. Ils remplacent la connexion profonde et stable qu'ils avaient avec vous par des doses bon marché et superficielles de dopamine. Ces distractions ressemblent à travailler soudain 80 heures par semaine, s'acharner à la salle de sport pour engourdir l'esprit, l'alcool, les jeux vidéo, les sorties sans fin. Et très souvent, c'est la manœuvre classique, la relation rebond, la machine à sous de dopamine par swipe, des connexions superficielles, une validation de surface. Une nouvelle personne est parfaite au début pour une personne évitante, car elle n'a pas d'histoire lourde avec elle. Elle n'exige pas d'intimité émotionnelle profonde. Elle est simplement un objet brillant, une dose rapide et bon marché pour maintenir la douleur non guérie bien enfouie. Ils utilisent ces distractions comme un bouclier neurochimique. Mais voici la réalité brutale et inévitable de la neurobiologie humaine. La dopamine bon marché s'épuise vite. On ne peut pas fuir son ombre éternellement. Tôt ou tard, les distractions s'épuisent. Le partenaire rebond commence à demander un engagement et soudain, il se sent à nouveau étouffé. Les jeux vidéo deviennent ennuyeux. Le travail excessif mène à l'épuisement physique. La nouvelle vie brillante qu'ils ont construite pour prouver qu'ils n'avaient pas besoin de vous commence à craquer. Ils atteignent ce que l'on appelle une sécheresse profonde de dopamine. Soudain, il est 23 heures un mardi soir ordinaire. Ils sont seuls dans leur appartement. Le téléphone est silencieux. Les distractions ont disparu et le silence devient assourdissant. L'anxiété refoulée, la solitude, la réalité de ce qu'ils ont jeté, tout remonte violemment à la surface. Leur cerveau crie soudain pour une dose de validation. Ils réclament du réconfort. Et où va un cerveau affamé? Il ne va pas vers la nouvelle relation compliquée et exigeante. Il va vers la source la plus fiable et la plus productive qu'il ait jamais connue. Il va vers la personne qui les a aimés inconditionnellement. Il va vers vous. Lorsque ce message arrive, « Je viens de voir ça et j'ai pensé à toi », ce n'est pas une révélation romantique. C'est une envie biologique. À cet instant précis, vous n'êtes pas leur âme sœur. Vous êtes leur radeau de sauvetage émotionnel. Vous êtes la dose familière de dopamine dont ils ont désespérément besoin pour s'apaiser. Ils utilisent votre empathie,
votre cœur chaleureux et votre amour persistant pour réguler leur propre vie intérieure. Car vous contacter ne leur demande aucun risque émotionnel. C'est simplement appuyer sur un bouton. Mais si vous répondez, si vous leur montrez que vous tenez encore à eux, cela leur donne exactement la récompense neurochimique qu'ils cherchent désespérément. Cela leur prouve qu'ils existent encore, qu'ils ont encore de la valeur, qu'ils ne sont pas aussi seuls qu'ils le ressentent. Ils utilisent votre lumière pour survivre à leur propre obscurité. Vous regardez le message sur votre écran. Il est si désinvolte, si terriblement désinvolte. Peut-être dit-il « As-tu fini ce livre finalement ?» ou « Je suis passé devant notre café préféré. J'espère que tu vas bien. » Pendant un instant, vous pensez perdre la tête. Vous vous demandez « Attendons-nous dans la même réalité? Ne se souviennent-ils pas de ce qu'ils m'ont fait ?» Pour vous, le partenaire empathique profondément connecté, la fin de la relation a été un traumatisme marquant. Vous vous souvenez de la température exacte de la pièce quand ils sont partis. Vous vous souvenez du regard froid et mort dans leurs yeux. Vous vous souvenez de vos larmes, de vos supplications pour qu'ils communiquent, de leur mur de silence et de leur départ qui vous a laissé complètement brisé. Votre système nerveux a enregistré chaque détail de cet abandon. Mais pour eux, ils glissent dans vos messages un jeudi soir ordinaire, comme si vous aviez simplement eu un léger désaccord sur le dîner. Comment est-ce possible? Sont-ils sociopathes? Cherchent-ils à se moquer de votre douleur? Non. Ce que vous observez est un déficit psychologique profond, connu sous le nom de défaillance de la constance d'objet. En psychologie du développement, la constance d'objet est la capacité de maintenir une connexion émotionnelle positive et stable avec quelqu'un, même quand on est en colère, même quand on est physiquement séparé, même quand la relation traverse des conflits intenses. Les personnes sécurisées possèdent cette constance. Quand elles vous blessent, elles portent le poids de cette culpabilité. Elles se souviennent de la déchirure du lien. Mais l'esprit profondément évitant manque de ce mécanisme. Leur cerveau fonctionne sur un système de compartimentation extrême. Imaginez leur esprit comme un immense mur de classeurs métalliques lourds. Au moment de la rupture, quand le conflit a atteint son paroxysme et qu'ils se sont désactivés, leur cerveau a pris toutes les émotions désordonnées, douloureuses et culpabilisantes liées au fait de vous avoir blessé, les a rangées dans un tiroir métallique et l'a verrouillé. Ils ont littéralement enfermé le souvenir de votre douleur. C'est ce que l'on appelle l'amnésie émotionnelle. Le noyau de la blessure évitante n'est pas la peur de l'amour, mais une peur profondément refoulée et paralysante de la honte. Reconnaître la dévastation absolue qu'ils vous ont causée, regarder les ruines de votre cœur brisé, exigerait d'eux une quantité insupportable de honte. Cela signifierait admettre qu'ils sont imparfaits. Cela signifierait affronter leur propre boucle comportementale toxique. Et leur ego fragile ne peut tout simplement pas survivre à ce niveau de responsabilité. C'est pourquoi leur subconscient les protège. Il réécrit le récit. Il engourdit la culpabilité. Il déconnecte sévèrement leur état émotionnel actuel de leurs actions passées. Quand ils vous écrivent « Bonjour, comment vas-tu ?», ils n'essaient pas intentionnellement de vous manipuler. La vérité terrifiante est que, à ce moment précis, ils ne ressentent pas le poids de ce qu'ils ont fait. Le tiroir est verrouillé. L'amnésie émotionnelle a pris le dessus. Ils se sont convaincus que suffisamment de temps a passé. Ils se disent « Ce n'était pas si grave. Nous sommes tous les deux adultes. Nous avons tourné la page. » Ils s'approchent de vous avec une ardoise vierge, totalement aveugle au fait que vous saignez encore des blessures qu'ils ont infligées. C'est pourquoi leur retour semble si confus. Votre cerveau détient la vérité complète et douloureuse de la relation. Leur cerveau a supprimé les conséquences. Si vous vous engagez dans cela, si vous répondez à ce message désinvolte et minimal sans exiger de responsabilité, vous acceptez implicitement leur réalité alternative. Vous leur dites que leur amnésie émotionnelle est acceptable. Vous leur apprenez qu'ils peuvent vous briser en 1000 morceaux, partir et revenir des mois plus tard pour vous trouver exactement là où ils vous ont laissé, attendant, souriant, prêts à faire comme si le feu n'avait jamais eu lieu. Parlons maintenant de l'ego, cet ego profondément fragile, lourdement gardé et silencieusement terrifié de la personne évitante.
Quand ils ont mis fin à la relation ou vous ont forcé à le faire par leur froideur et leur négligence, ils détenaient tout le pouvoir. Vous étiez celui qui demandait de la clarté. Vous étiez celui qui luttait pour la connexion. Vous étiez celui qui restait debout dans les décombres, essayant désespérément de recoller les morceaux. Et ils étaient ceux qui s'en allaient. Pour le cerveau évitant, être celui qui part procure un immense sentiment enivrant de contrôle. Cela les fait se sentir complètement en sécurité. Ils ont dicté les termes de la fin. Mais ensuite, vous avez fait quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Vous êtes devenu complètement silencieux. Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois. Vous avez cessé de regarder leurs stories. Vous avez cessé d'envoyer de longs messages tard le soir. Vous avez cessé d'essayer de prouver votre valeur à quelqu'un qui s'était engagé à vous mal comprendre. Vous avez repris votre énergie. Et pour une personne évitante, votre silence est absolument assourdissant. Votre silence n'est pas seulement une absence de bruit. Pour leur subconscient, c'est une perte profonde de contrôle. Au plus profond de leur armure d'indépendance farouche, les personnes évitantes portent une blessure centrale terrifiante. Elles croient secrètement qu'elles sont fondamentalement défectueuses. Elles croient secrètement qu'un jour tout le monde finira par découvrir qu'elles ne sont pas suffisantes et les abandonnera. Quand vous les poursuiviez, vous validiez constamment leur valeur. Votre poursuite prouvait qu'elles étaient précieuses. Mais votre silence prolongé, votre absence de contact, déclenche leur peur la plus sombre, la peur d'être complètement oublié, la peur que vous ayez enfin compris votre propre valeur et réalisé exactement combien peu elle vous avait donné. Elles ne supportent pas l'idée que vous guérissiez. Elles ne supportent pas la pensée que vous avanciez, rayonnant, reconstruisant votre vie sans elles. Alors elles doivent tester le périmètre. Elles doivent vérifier si la laisse invisible qu'elles avaient autour de votre cœur est encore attachée. C'est ce que l'on appelle en psychologie déposer une miette de pain. Une miette de pain est une minuscule communication ambiguë et sans effort. C'est un like soudain sur une de vos publications. C'est regarder votre story après des mois de silence. C'est un mème envoyé à 22 heures. C'est le fameux « Comment va ton chien ?» Pourquoi utilise-t-elle des miettes de pain? Pourquoi ne pas simplement dire « Tu me manques, j'ai fait une erreur, je veux réessayer ». Parce qu'une miette de pain ne demande aucune vulnérabilité. C'est un piège calculé à faible risque. Si vous ignorez la miette, leur ego est parfaitement protégé. Elles peuvent simplement se dire « Oh, je voulais juste être amicale ». Elles sont amères et immatures. Elles ne prennent aucune responsabilité. Mais si vous répondez, si vous réagissez à la notification, si vous envoyez un paragraphe chaleureux et engageant parce que votre cœur empathique veut croire qu'elles se réveillent enfin, vous leur donnez exactement ce qu'elles sont venues chercher. Vous venez de prouver qu'elles ont encore accès à vous. Vous venez de prouver qu'après toute la douleur causée, après tous ces mois de silence déchirant, elles ont encore du pouvoir sur votre système nerveux. Vous pensez qu'elles sont debout sur le seuil de votre porte, prêtes à entrer, à s'asseoir et à construire une maison avec vous. Mais ce n'est pas le cas. Elles ne veulent pas entrer dans la maison. Elles veulent simplement vérifier si leur clé fonctionne encore dans votre serrure. Et la partie la plus cruelle de cette dynamique est ce qui se passe ensuite. Au moment où vous répondez, au moment où vous prouvez que la clé fonctionne encore, leur anxiété disparaît. Leur ego est flatté. Leur peur d'être oublié est apaisée. Leur police d'assurance émotionnelle est renouvelée. Et parce qu'elles ont obtenu ce dont elles avaient besoin, elles se retireront immédiatement. Elles vous laisseront en lu. Elles deviendront froides à nouveau. Et vous resterez debout devant une porte ouverte, complètement brisée, saignant une fois de plus, réalisant que vous venez d'échanger des mois de guérison durement gagnés contre une seule miette d'attention insignifiante. Parfois, si elles se sentent particulièrement seules ou si leur sécheresse de dopamine est assez sévère, cela va un peu plus loin qu'une simple miette ou un bonjour désinvolte. Parfois, elles disent exactement les mots que votre cœur blessé meurt d'envie d'entendre. J'ai beaucoup pensé à nous. Ce que nous avions me manque. Je veux réessayer. Recommençons à zéro. Cette fois, ce sera différent. Pour le partenaire empathique et profondément aimant, ces mots sont une magie absolue.
Vous voulez y croire. Vous voulez désespérément croire que ces mois douloureux ont servi à quelque chose. Vous projetez votre propre capacité de croissance sur elles. Vous pensez, si j'ai passé ces 6 derniers mois en thérapie, à lire des livres sur les styles d'attachement, à pleurer, à guérir et à faire un travail d'ombre intense, elles ont dû faire la même chose. Mais voici la réalité brutale et implacable du piège évitant. Elles n'ont pas fait le travail. Et la partie la plus tragique et déconcertante de toute cette dynamique est celle-ci. Quand elles vous regardent dans les yeux et promettent que les choses seront différentes, elles ne vous mentent pas intentionnellement. Elles ne complotent pas méchamment pour vous briser le cœur une seconde fois. Elles croient réellement leurs propres paroles. Mais c'est une illusion. C'est une auto-tromperie profondément biologique. Pourquoi croient-elles sincèrement être prêtes à une relation avec vous maintenant? À cause de tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Parce qu'elles ont passé des mois dans la forteresse sûre, calme et isolée du silence. Sans vous pour déclencher leur peur d'être englouties, leur système nerveux s'est complètement apaisé. La pression invisible sur leur poitrine a disparu. Elles se sentent légères. Elles se sentent en paix. Et dans cette paix isolée, elles regardent la version fantôme de vous et ressentent une vague d'amour. Elles confondent l'absence d'anxiété avec une véritable croissance émotionnelle. Elles confondent le soulagement de la distance avec la guérison de leur traumatisme profondément enraciné. Laissez-moi vous donner une métaphore qui changera pour toujours votre façon de voir leur retour. Imaginez une personne avec une jambe gravement cassée. Au lieu d'aller chez le médecin, de faire remettre l'os, d'endurer la thérapie physique douloureuse et de faire le travail quotidien difficile pour guérir, elle s'assoit simplement sur un canapé très confortable et y reste 6 mois. Parce qu'elle ne marche pas sur la jambe, la douleur cesse complètement. La douleur disparaît. Elle regarde sa jambe et pense « La douleur est partie. Je me sens parfaitement bien. Je suis guérie. Je suis prête à courir un marathon demain. » Mais l'os n'a jamais été remis. La fracture est toujours là, cachée sous la peau. Au moment exact où elle se lèvera, au moment où elle posera tout le poids de son corps sur cette jambe pour courir le marathon, l'os se brisera violemment à nouveau et elle s'effondrera dans la douleur. Dans ce scénario, vous êtes le poids. L'intimité réelle, vulnérable et exigeante est le marathon. Elle pense pouvoir vous supporter maintenant parce que le fantôme de vous était si facile à porter. Elles pensent être guéries parce que le canapé du silence était si confortable. Mais elles n'ont fait absolument aucun travail d'ombre. Elles n'ont pas démantelé leur croyance centrale d'être défectueuses. Elles n'ont pas appris à communiquer à travers les conflits. Elles n'ont pas construit la tolérance à la détresse émotionnelle nécessaire pour rester dans la pièce quand une conversation devient difficile. Elles ont simplement attendu que l'inconfort passe. Alors que se passe-t-il quand vous acceptez ce nouveau départ? Vous revenez dans leur vie. La phase de lune de miel recommence. Pendant une semaine, peut-être un mois, tout semble un rêve absolu. Vous pensez « Enfin, j'ai retrouvé ma personne ». Mais lentement, la réalité d'une relation s'installe. Vous leur demandez un peu plus de temps. Vous leur demandez d'ouvrir sur leur journée. Vous demandez une étiquette. Vous remettez du poids sur la jambe cassée et, instantanément, l'amygdale s'enflamme. La peur d'être englouti revient comme une vague de marée. L'os se brise. Le nouveau départ est une illusion. Vous ne commencez pas un nouveau chapitre. Vous relisez simplement la même tragédie, en ignorant le fait que le personnage principal n'a jamais appris à changer. Le cycle réarme simplement ses mâchoires. Et cette fois, quand il mordra, la douleur sera infiniment plus grande. Regardons maintenant le message lui-même, la notification physique sur votre écran de verrouillage. L'anatomie de leur réapparition. Si vous aviez brisé le cœur de quelqu'un, si vous l'aviez abandonné soudainement et laissé dans un état de dysrégulation totale du système nerveux, et que vous réalisiez plus tard votre terrible erreur, comment reviendriez-vous? Vous reviendriez avec une gravité immense. Vous enverriez un paragraphe profondément réfléchi. Vous prendriez une responsabilité absolue. Vous diriez « Je suis profondément désolé pour la douleur que je t'ai causée. J'avais tort. J'ai travaillé sur moi-même et je suis prêt à tout faire pour réparer cela. »
parce que vous agissez à partir d'un lieu d'empathie et de connexion sécurisé. Mais que fait la personne évitante? Bonjour, comment vas-tu? Un lien TikTok aléatoire, une blague interne datant d'un an, une question complètement hors sujet sur une série que vous regardiez ensemble. C'est presque violemment désinvolte. C'est une façon lâche, sans effort et sans enjeu de réentrer dans votre atmosphère. Et pour vous, c'est profondément exaspérant. Vous fixez cette miette de pain, envoyez des captures d'écran à vos amis, essayez de décoder le sens profond caché derrière un message de 3 mots. Vous vous dites, elles sont juste timides, elles ont juste peur d'être rejetées, elles testent les eaux parce qu'elles tiennent tellement à moi. Arrêtez. Prenez une profonde inspiration et regardez dans le miroir de la réalité. Nous devons décortiquer les mécanismes psychologiques précis de cette réapparition minimaliste. Pourquoi est-ce toujours un murmure plutôt qu'une déclaration profonde? Cela tient à 2 immenses barrières psychologiques dans le cerveau évitant, la dénégation plausible et la honte toxique. Premièrement, la dénégation plausible. L'ego évitant est incroyablement fragile. C'est une maison de cartes construite au-dessus d'un abîme sombre de faible estime de soi. S'il vous envoyait une excuse vulnérable et émotionnelle, il vous remettrait un pistolet chargé. S'il disait « je t'aime et je suis désolé » et que vous les laissiez en lu, ou pire, que vous répondiez « ne me contacte plus, jamais », leur ego fragile se briserait instantanément. Leur blessure centrale de défectuosité serait violemment déclenchée. Leur système nerveux ne survivrait pas à ce niveau de rejet direct. Alors ils créent un scénario où le rejet est impossible. En envoyant un simple bonjour ou un meme, ils maintiennent une dénégation plausible absolue. Si vous les ignorez, ils peuvent simplement se mentir. « Oh, je voulais juste être amical. J'étais juste ennuyé. » Elles sont tellement amères et immatures de ne pas répondre. Ils protègent leur ego en prétendant que le contact ne signifiait rien dès le départ. Deuxièmement, et c'est la partie la plus cruciale, parlons de la honte toxique. Il existe une différence profonde entre la culpabilité et la honte. La culpabilité dit « j'ai fait une mauvaise chose ». Les personnes sécurisées ressentent de la culpabilité, s'excusent et réparent. La honte dit « je suis une mauvaise personne ». Les personnes évitantes sont fondamentalement guidées par la honte toxique. Pour vous offrir une excuse sincère et profonde, elles devraient vraiment regarder le traumatisme qu'elles vous ont causé. Elles devraient reconnaître qu'elles ont détruit quelque chose de beau par pure peur non guérie. Regarder votre douleur les force à regarder leur propre obscurité, et elles ont peur du noir. Leur mécanisme de défense contourne donc complètement la responsabilité. Le message minimaliste est une stratégie subconsciente pour effacer l'ardoise sans jamais faire le travail émotionnel de la nettoyer. Quand elles envoient ce message désinvolte, voici ce que leur cerveau essaie réellement de communiquer. Pouvons-nous simplement faire comme si la fin brutale n'avait jamais eu lieu? Peux-tu simplement me donner la sensation chaleureuse et sûre de ton attention sans me faire sentir comme un monstre pour la façon dont je t'ai traité? Baisseras-tu tes limites suffisamment pour me laisser revenir sans que j'aie à m'excuser? En décodant leur texte, en essayant de trouver de l'amour dans leur effort minimal, vous faites leur travail émotionnel à leur place. Vous traduisez leur manque de respect en romance. Vous ramassez une miette par terre et essayez de vous convaincre que c'est un festin. Mais ce n'est pas un festin. C'est un test profondément égoïste et calculé. Et au moment où vous répondez à un message minimaliste, vous leur enseignez silencieusement que votre pardon est bon marché et que vos limites n'existent pas. Alors vous répondez. Contre tous les conseils de vos amis, contre l'intuition qui crie doucement dans votre ventre, vous tapez une réponse. Vous ouvrez la porte. Peut-être restez-vous d'abord désinvolte. Peut-être acceptez-vous un café rapide. Peut-être les laissez-vous venir juste pour parler. Vous les regardez dans les yeux et, pendant un instant fugace et enivrant, il semble que le cauchemar soit terminé. Elles sont chaleureuses. Elles sont engagées. Elles disent tout ce qu'il faut. Votre cerveau est inondé d'une dose massive d'ocytocine et de dopamine. Le sevrage est terminé. La famine a pris fin. Vous avez retrouvé votre personne. Mais je vous demande de m'écouter très attentivement maintenant.
Regardez au-delà de la romance et observez l'horloge biologique invisible qui vient de commencer à tourner au-dessus de leur tête. Tic, tac, tic. Au moment où vous les laissez revenir, vous n'avez pas guéri leur attachement évitant. Vous avez simplement redémarré le cycle et la rechute est absolument inévitable. Souvenons-nous de l'ex-fantôme, ce fantôme sûr, distant et peu exigeant dont ils sont tombés amoureux pendant votre silence. Au moment où vous répondez, au moment où vous acceptez un rendez-vous, au moment où vous attendez à nouveau qu'il soit là pour vous, vous tuez le fantôme. Le fantôme disparaît. Et à sa place se tient un être humain de chair et de sang. Un être humain qui finira par vouloir de la constance. Un être humain qui finira par vouloir de la profondeur émotionnelle. Un être humain qui se souvient du passé et aura besoin, consciemment ou non, d'être rassuré qu'il ne sera pas abandonné à nouveau. Vous refermez l'écart. Et en refermant l'écart physique et émotionnel, vous réveillez instantanément leur amygdale. Pendant les premières semaines, la nouveauté de la réconciliation peut masquer leur anxiété. La dopamine de vous avoir reconquis peut les garder engagés. Mais ce n'est qu'une question de temps. La réalité de base de l'intimité s'installe. Peut-être leur demandez-vous à nouveau de définir la relation. Peut-être leur demandez-vous pourquoi ils ont mis 4 heures à répondre. Peut-être essayez-vous simplement de leur tenir la main en public ou de les regarder avec trop d'amour dans les yeux. Et alors, les alarmes se mettent à hurler. La peur d'être englouti revient dans leur sang comme une vague de poison. Leur cerveau est inondé de cortisol. La sensation d'être piégé, le poids invisible et étouffant sur leur poitrine, revient avec une vengeance parce qu'elles n'ont jamais guéri la blessure centrale. Elles n'ont jamais appris à s'apaiser elles-mêmes sans fuir. Alors les stratégies de désactivation recommencent. Mais cette fois, c'est plus rapide. Cette fois, c'est plus cruel. Vous remarquerez les changements subtils, la perte soudaine de contact visuel, les soupirs quand vous posez une question simple, les disputes fabriquées à partir de rien, la façon dont elles ont soudain besoin d'espace après un week-end parfaitement merveilleux. Elles recommenceront à vous critiquer, à trouver des défauts pour justifier la distance émotionnelle qu'elles construisent rapidement. Et vous, votre système nerveux anxieux, sentirez immédiatement le changement. Vous marcherez sur des œufs. Vous vous rapetisserez. Vous réprimerez vos propres besoins, terrifiés à l'idée que si vous en demandez trop, elles partiront à nouveau. Vous devenez prisonnier dans une cage construite par leur traumatisme. Mais cela ne suffira pas. Peu importe à quel point vous vous faites petit, peu importe à quel point vous les aimez parfaitement, vous ne pouvez pas échapper à leur biologie. La pression en elles grandira jusqu'à ce qu'elles s'éteignent complètement et qu'elles partent à nouveau. Seulement cette fois, l'abandon vous brisera à un niveau fondamentalement plus profond, parce que cette fois, vous leur avez tendu un cœur entièrement réparé et les avez regardés le laisser tomber intentionnellement. C'est la tragédie ultime de reprendre une personne évitante non guérie. Vous n'obtenez pas une seconde chance d'amour. Vous obtenez seulement une seconde dose, beaucoup plus rapide et beaucoup plus douloureuse, de leur traumatisme. La rechute n'est pas une possibilité. C'est une certitude neurobiologique. Nous avons passé tout ce temps à regarder à travers la vitre, à décortiquer leur esprit, leur système nerveux, leur traumatisme, leur mécanisme de survie profondément défectueux. Maintenant, il est temps de tourner le miroir. Il est temps de vous regarder, vous. Je dois vous poser une question, et je vous demande d'être brutalement honnête avec vous-même. Pourquoi attendez-vous encore ce message? Pourquoi une personne profondément empathique, farouchement aimante et incroyablement précieuse tolère-t-elle d'être traitée comme une option à temps partiel? Voici la vérité la plus difficile de toutes. Vous n'êtes pas seulement le cœur brisé, vous êtes en addiction. Vous êtes pris dans une toile invisible et dévastatrice connue sous le nom de lien traumatique. Quand elles vous ont quitté abruptement, elles ont plongé votre système nerveux dans un chaos absolu. Votre cerveau a été inondé de cortisol, l'hormone du stress. Vous avez été placé en mode de survie biologique littérale. Et quand elle vous contacte enfin des mois plus tard, quand elle dépose cette minuscule et pathétique miette de pain, votre cerveau s'illumine comme une machine à sous. Vous recevez une microdose massive et instantanée de dopamine.
Elle soulage temporairement le cortisol agonisant. Elle arrête la douleur pendant une fraction de seconde. Et parce que vous êtes humain, vous confondez ce soulagement biologique avec de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est un renforcement intermittent. C'est exactement le même mécanisme psychologique qui garde un joueur enchaîné à une machine qui lui vole tout son argent. La récompense imprévisible. L'espoir que peut-être cette fois sera le jackpot. Vous pensez attendre des excuses. Vous pensez attendre une fermeture. Mais votre enfant intérieur blessé attend simplement une dose. Chaque fois que vous répondez, chaque fois que vous analysez leur message minimaliste avec vos amis, chaque fois que vous laissez la porte entrouverte au cas où elle changerait, vous buvez du poison et vous l'appelez désespérément médicament. Alors, comment briser le miroir? Comment échapper définitivement à ce cycle agonisant? Vous faites la seule chose que leur ego évitant fragile craint le plus. Vous leur offrez exactement le cadeau qu'elles ont exigé quand elles vous ont froidement quitté. Vous leur offrez votre absence éternelle et inébranlable. Vous ne répondez pas à la miette de pain. Vous n'expliquez pas vos limites. Vous n'envoyez pas un long paragraphe émotionnel leur expliquant exactement combien elles vous ont détruit, car leur donner votre douleur, c'est encore leur donner votre énergie. Au lieu de cela, vous ne leur donnez rien, parce que votre silence profond est la réponse la plus assourdissante, la plus puissante et la plus bouleversante que vous puissiez jamais leur offrir. Le silence est une limite qui ne peut être manipulée. Le silence ne peut être gazé. Le silence est un miroir froid et dur qui les force enfin à s'asseoir seuls avec leurs propres reflets non guéris. Mais plus important encore, le silence est la façon dont vous sauvez votre propre vie. Vous prenez tout cet amour beau, incessant et profondément profond que vous avez versé sans fin dans un trou noir et vous le versez enfin férocement en vous-même. Vous cessez d'essayer de ressusciter un fantôme. Vous méritez quelqu'un dont le système nerveux s'apaise physiquement dès l'instant où vous entrez dans la pièce. Vous ne méritez pas quelqu'un qui doit fuir pour se souvenir de votre valeur. Laissez l'ex-fantôme mourir dans leur esprit. Laissez-les garder leurs miettes pathétiques. Vous êtes bien trop précieux pour mourir de faim. Vous êtes destiné à un véritable festin. Merci d'avoir regardé dans le miroir de la guérison aujourd'hui. Si cette vérité a résonné dans votre âme, abonnez-vous à Psychologique Tranquille et continuez à marcher avec nous sur ce chemin parfois difficile, mais beau de guérison. Jusqu'à la prochaine fois, protégez votre énergie et gardez votre porte fermée à clé.